Donc, après la table ronde de début d'après-midi consacrée aux fédérations hospitalières, il nous semblait important de pouvoir écouter les acteurs du domicile, j'allais dire à la fois les acteurs des EHPAD, puisque nous avons eu un peu un débat dans la commission précédente sur l'EHPAD et bien un domicile, sur quelque chose qui apparaît dans le texte de loi, qui sont les maisons d'accompagnement et qui ont déjà suscité de la part de beaucoup d'entre vous beaucoup de questions sur les associations qui iraient dans les domiciles et puis bien sûr sur tout ce qu'on peut offrir comme service à la personne et de proximité. Et pour ce faire, donc cette table ronde se compose de Monsieur Chanvert, qui est le président de l'ADPA, Madame Ubidos, qui est la présidente du collectif national des maisons de vie, Madame Élien, qui est la directrice de l'équipe mobile de soins palliatifs de l'Essonne, Monsieur Pagel, qui est le président de la commission des soins de la Fédération française des services à la personne et de proximité, Monsieur Vénard, qui est le vice-président du CINERPA, et qui n'est pas venu seul, qui est venu avec Monsieur Cariguerre, et de Madame Richard, qui accompagne, Monsieur Pagel, qui n'est pas venu seul non plus. Alors, je vous propose que pour chaque institution représentée, il y a une prise de parole entre 7 et 8 minutes, donc 7 minutes 30. Je suis en forme. Et que, après vos prises de parole sur la façon dont vous abordez le texte de loi qui est soumis aux travaux de l'Assemblée nationale, les rapporteurs puissent vous interroger, vous pourrez répondre aux rapporteurs, et nos collègues députés vous poseront des questions auxquelles vous aurez tout loisir de répondre, et nous arrêterons nos travaux à 18h30 pour l'audition de la HAS qui suivra. Alors, comme nous sommes galants, non, ça va être dur là, ça va pas marcher à chaque fois. Je propose que Madame Ubidos démarre. C'est tout à fait aléatoire, n'y voyez rien de... Je suis gauchère, c'est pour ça. Bonjour, déjà je tenais à vous remercier pour ma présence aujourd'hui. Et donc je suis Laure Ubidos, présidente du collectif national des maisons de vie. Donc les maisons de vie sont des structures qui, je pense, ont inspiré les maisons d'accompagnement qui sont dans le projet de loi. Et avant de vous expliquer un peu plus en détail d'où viennent les maisons de vie et comment elles sont organisées, je tenais à remercier vraiment le travail qui a été fait l'an dernier, notamment avec Madame Firmin-Lebaudot et son cabinet à l'époque, puisque moi, ça fait 20 ans que je suis engagée dans ce domaine-là, 20 ans que je me bats pour le développement de ces structures. Et je dois dire que c'est la première fois en 20 ans que j'ai eu une écoute comme celle que j'ai eue au niveau du ministère l'an dernier et à l'Élysée également. Je le dis vraiment en toute honnêteté, parce que si ça n'avait pas été le cas, je crois que personnellement, j'aurais lâché le combat, puisque ça a vraiment été un combat durant ces décennies. Donc, il y a 20 ans, j'ai eu l'idée de créer un lieu alternatif entre l'hôpital et le domicile, forte de mon expérience personnelle, puisque la maladie, la mort ont fait partie de ma vie depuis toujours et très tôt, mais en parallèle parce que j'étais bénévole en unité de soins palliatifs et également à domicile. Et très rapidement, au regard de cette expérience, je me suis rendu compte qu'il me manquait un maillon au système, puisque les personnes souvent faisaient le yo-yo entre chez eux et l'hôpital, et plus particulièrement les unités de soins palliatifs, pour des raisons qui ne nécessitaient pas forcément une hospitalisation. Même si ces personnes-là pouvaient être atteintes de pathologies lourdes. Pour exemple, je me suis occupée pendant 3 ans d'un monsieur qui était atteint de la maladie de Charcot, dont on parle beaucoup, et qui faisait justement ce yo-yo entre chez lui et l'hôpital. Et je ne suis pas médecin, je ne suis pas issue du milieu médical, mon métier est attaché de presse, donc ça n'a absolument rien à voir, mais je me suis engagée en tant que citoyenne.
Et forte de ce que je vivais en tant que bénévole d'accompagnement, puisque c'était vraiment du bénévolat d'accompagnement où j'emmenais ce monsieur à la fois se balader, au cinéma, enfin toutes les choses qu'on peut faire quand on est bien portant et qu'on ne peut pas faire quand on est hospitalisé, parce que c'est compliqué de sortir de l'hôpital, et encore plus il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Et je me suis dit, voilà, un jour, j'aimerais avoir une petite maison pour accueillir ces personnes, les accompagner jusqu'au bout, mais surtout faire qu'elles puissent vivre ce qu'elles ont à vivre jusqu'au bout. D'où le nom de Maison de Vie, même si lorsqu'elle a ouverte en 2011, après 8 ans de travail long, complexe, avec l'ARS de la région dont je suis originaire, le département, et ensuite le ministère de la Santé, puisque ça a été une expérimentation nationale dans le cadre du plan national de soins palliatifs 2008-2012. On a vraiment travaillé d'arrache-pied parce que cette structure était un ovni dans le système. C'était ni du sanitaire, ni du médico-social, donc il y avait toutes les difficultés qu'on connaît pour ces structures qui sont des structures hybrides à la croisée de ces deux champs. Et donc la structure a pu voir le jour à ce moment-là, mais c'était vraiment avant tout un lieu dédié à l'accompagnement humain et social aussi. Permettre à ces personnes, comme je le disais tout à l'heure, de vivre ce qu'elles avaient à vivre jusqu'au bout. Il y avait donc les maisons de vie telles que je les créées à Besançon, donc en 2011, étaient organisées comme c'est. Enfin bon, j'ai pu étudier un peu la manière dont sont organisées les maisons d'accompagnement, mais bon, on avait travaillé en lien avec le ministère sur le projet, hein. Donc il y a beaucoup de similitudes entre les maisons de vie et les maisons d'accompagnement du projet de loi. C'est vraiment des lieux dédiés avant tout à l'accompagnement où les personnes peuvent être accompagnées jusqu'au bout ou pour des séjours de répit, retourner à domicile et revenir à un moment donné pour y terminer leur jour. À la maison de vie que j'ai créée à Besançon, qui est donc la structure expérimentale, les bénévoles aussi avaient un rôle important. Il y avait à la fois des bénévoles d'accompagnement, donc vraiment avec des associations dédiées à l'accompagnement, mais aussi des bénévoles d'activité et de service, donc qui pouvaient emmener les personnes, comme je le disais tout à l'heure, se promener au cinéma, faire des courses. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un jour, j'ai accueilli une maman qui sortait de l'unité de soins palliatifs. Et donc, je lui dis, voilà, il y a des bénévoles qui peuvent vous permettre de faire ce que vous avez envie de faire. Et elle me dit, mais en fait, c'est horrible ce qu'elle... Enfin, ça m'a vraiment beaucoup émue à ce moment-là. Elle me dit, je ne savais pas que j'avais le droit encore à avoir des envies. Et donc, je lui ai dit, évidemment, que vous avez le droit d'avoir des envies. Et donc, on a mis en place, elle, son souhait, c'était de pouvoir passer les mercredis après-midi avec ses enfants. Elle avait 2 enfants en bas âge. Donc, les mercredis, elle était accompagnée par des bénévoles pour rentrer chez elle et goûter avec ses enfants. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. Sur le côté plus organisationnel, ces structures sont vraiment des réponses à la fois au domicile, mais également à l'hôpital, qui aujourd'hui est quand même... complètement engorgé, et cela accentué par la tarification à l'activité, bien sûr. Et donc, ça apporte de véritables solutions d'aval en sortie d'hospitalisation, mais également une sortie pour les situations à domicile qui parfois sont complexes. Alors, il est évident que si on nous interroge, chacun d'entre nous, sur ce qu'on souhaiterait, on souhaiterait rester à domicile. Ceci étant, quand vous l'expérimentez, et les personnes, du coup, c'est les sujets de cette table ronde, donc je pense que les personnes autour de moi pourront également en témoigner. Le domicile n'est pas si simple que ça, parce que parfois, le domicile, les personnes sont isolées, n'ont pas de famille, et parfois les familles sont complètement épuisées. Moi, j'ai pu accueillir dans mon bureau, lorsque je dirigeais la maison de vie de Besançon, une dame qui était en total épuisement et qui m'a dit, écoutez, il faut absolument que vous accueilliez mon époux parce que sinon, je pense que je vais être maltraitante, mais à un point extrême parce que je n'en peux plus. Avec tout l'amour que j'ai pour lui, je ne peux plus. Donc, c'est vrai que développer ces structures alternatives et complémentaires, je dirais, parce que cette complémentarité est essentielle, c'est-à-dire que c'est des structures qui s'inscrivent vraiment en complémentarité de ce qui existe, à la fois du domicile et du travail qui peut être fait à domicile par les équipes mobiles, les réseaux de soins palliatifs, mais également de ce qui existe aussi à l'hôpital avec les unités de soins palliatifs ou les autres services de l'hôpital pour les personnes gravement malades ou en situation palliative. Voilà, je crois que j'ai bien résumé
les choses. Je veux juste dire que pour moi, c'est quand même une grande émotion parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même l'aboutissement de 20 ans de bataille et d'engagement citoyen qui aboutit aujourd'hui. Donc, je dois dire qu'il y a une certaine émotion aujourd'hui pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur Chanvert, pour la DPA. Merci, Madame la Présidente. D'abord, 2 mots de présentation sur l'ADEPA. C'est l'association des directeurs au service des personnes âgées, c'est-à-dire 2000 directeurs d'établissements et de services à domicile, publics, associatifs ou commerciaux. Tout d'abord, vous dire que je suis ravi de retrouver ici un certain nombre de visages connus qui connaissent bien les questions de la place des personnes âgées dans notre société. Et c'est important pour nous de retrouver aussi des gens qui connaissent ces sujets-là. C'est un sujet qui impose beaucoup d'écoute et de compréhension. Et puis, je tiens à saluer ici le sens de l'écoute dont a fait preuve votre présidente dans ses précédentes fonctions. C'est toujours extrêmement important pour nous. Deuxième élément, je vais tout de suite rompre le suspense. L'ADEPA a officiellement pris position sur le sujet que nous étudions aujourd'hui en disant que nous ne prendrons pas de position. Nous ne sommes ni pour ni contre l'aide à mourir, bien au contraire, comme aurait dit Pierre Dac. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous pensons que cela relève de questions de conscience très personnelles. La deuxième raison, pour être tout à fait transparent, c'est que j'ai dans l'organisation que je préside des adhérents très militants de l'aide à mourir et des adhérents et des responsables très opposés, et que je crois c'est la richesse de notre association. Troisième élément, pour autant, il y a des questions essentielles pour nous. Si le projet de loi sur l'aide à mourir est adopté dans notre pays, nous sommes très attachés à la question de la clause de conscience des professionnels. Et puis, nous souhaitons alerter sur un point, rappeler que nous sommes dans une société profondément agiste, que les discriminations, malheureusement, elles existent dans notre société. Il y a toujours du sexisme, de l'antisémitisme, du racisme, de l'homophobie, mais que les lois de la République permettent de s'opposer à la plupart des discriminations. Si je tiens ici des propos sur quasiment toutes les discriminations, je pourrais être poursuivi à juste titre. Si je dis qu'il ne faudrait pas vieillir, c'est quand même malheureux d'être vieux. Il est possible que beaucoup de personnes disent évidemment qu'il a raison. Alors s'il ne faut pas être vieux, il ne faut pas être une femme, il ne faut pas être juif, il ne faut pas être musulman, il ne faut pas être homosexuel, enfin vous voyez bien quoi. Cette habitude, l'agisme imprègne tellement nos sociétés, ça n'est malheureusement pas le cas que de la France, l'agisme imprègne tellement les sociétés occidentales que c'est quand on dénonce l'agisme qu'on paraît bizarre. Et c'est quand on est agiste qu'on paraît normal. C'est bien ça, aujourd'hui, la normalité de notre société. Quand on nous noue à la France, la réalité de notre société, c'est d'être profondément agiste et donc de considérer que la vie d'un jeune vaut plus que la vie d'un vieux. Donc, il y a une grande vigilance à avoir en tête à propos du sujet de l'aide à mourir autour de l'agisme. Bon, la question... ce qui est dit sur l'accord réitéré et sur la capacité à décider sont pour nous extrêmement importantes. Dernier élément, le point commun entre ceux qui sont favorables à l'aide à mourir et ceux qui y sont opposés, c'est que tous souhaitent un développement des soins palliatifs. C'est bien entendu ce que nous souhaitons et je dirais même ce que nous demandons en premier. Nous y sommes très attachés. Le gouvernement a fait des promesses sur ce sujet. Elles sont rassurantes, mais très franchement, dans le secteur qui est le mien, on a entendu tellement de promesses qui n'ont pas été concrétisées que nous sommes toujours attentifs à la réalité des faits. Pour autant, ce qui est dit sur ces sujets va évidemment dans le bon sens. J'ajouterai juste un élément, toujours tournant autour de l'agisme. 70% des personnes qui décèdent dans notre pays ont plus de 70 ans. Il est donc fondamental que 70% des bénéficiaires
des démarches palliatives aient plus de 70 ans. Moi, j'ai grand respect pour les petits-enfants qui sont en fin de vie et pour leurs familles. C'est important de les accompagner dignement. J'ai grand respect pour les hommes et les femmes de 30, 40, 50, 60 ans qui décèdent et qui ont besoin d'être accompagnés. Mais la réalité, dans un pays comme le nôtre, c'est que quand on décède, dans 70% des cas, on a plus de 70 ans. J'en reste là et bien sûr, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Madame Élien. Bonjour, merci de m'avoir conviée à cette table ronde sur un sujet qui m'anime depuis maintenant 40 ans. Je pense que j'ai travaillé dans toutes les structures de soins palliatifs, c'est-à-dire unité de soins palliatifs, équipe mobile de soins palliatifs, à l'époque à l'assistance publique. Et à l'époque toujours, et c'est de là que vient mon expérience du domicile, une équipe mobile de soins palliatifs de l'assistance publique avait obtenu du directeur général de l'époque, d'Hurleman, l'autorisation de sortir hors les murs de l'hôpital, ce qui était quand même quelque chose de très innovant au sein de l'assistance publique. Très rapidement, nous sommes saisis d'un certain nombre de possibilités de créer, et nous avons créé un des premiers réseaux de soins palliatifs tel qu'inscrit dans la loi Kouchner de 2002 en Essonne. Nous avons été un des 10 premiers réseaux de soins palliatifs à se développer. Aujourd'hui, ce réseau de soins palliatifs ne s'appelle plus réseau de soins palliatifs, mais s'appelle équipe mobile de soins palliatifs territoriale. Et j'aimerais vous faire le récit rapide, mais qui me semble excessivement important, de ce qu'on considère être le domicile. C'est évidemment une équipe pluridisciplinaire, je ne vous apprends rien. Le domicile, c'est le domicile résidentiel, c'est le chez vous, chez moi, mais c'est tous les lieux de vie. C'est-à-dire que depuis 35 ans, nous intervenons dans les EHPAD. Sur le territoire de l'Essonne, où je dirige cette équipe, il y a 52 EHPAD qui sont parsemés et de structures juridiques différentes, associatifs, publics, privés, à but non lucratif ou lucratif. Et nous travaillons évidemment dans les MAS, les maisons d'accueil spécialisées, dans les femmes, les foyers d'accueil médicalisés, mais aussi dans les IME, puisque depuis sa création, la Science PES travaille pour tous les âges de la vie, c'est-à-dire que nous avons de la pédiatrie, le plus jeune patient que nous avons actuellement à 2 ans et demi et la plus âgée à 105 ans. C'est toute pathologie, tout lieu de vie. Les lieux de vie, ce n'est pas simplement le médico-social, ne l'oublions pas, c'est le social. Nous avons un gros partenariat avec la Croix-Rouge et nous travaillons dans les CADA, dans les centres d'hébergement d'urgence de migrants, les plateformes d'accueil pour mineurs migrants isolés, mais aussi les centres d'hébergement, de réinsertion sociale ou de stabilisation. Je crois qu'il faut que notre vision du domicile et des lieux de vie. Quand j'ai parlé des EHPAD, je n'ai pas parlé des résidences seniors, mais bien évidemment, nous intervenons également dans les résidences seniors. Les équipes mobiles de soins palliatifs hospitalières, il doit y en avoir 462 actuellement. La question, c'est qu'aujourd'hui, et ça depuis plus de 20 ans, quand on voit la durée moyenne de séjour, on a beau se dire ce qu'on veut, le patient, quel que soit son parcours de santé, en cancérologie, maladie neurologique dégénérative, parfois ne passe pas une seule nuit pendant tout son parcours de santé à l'hôpital. Il est chez lui. C'est quoi chez lui ? Chez lui, c'est son domicile résidentiel. C'est aussi un lieu qui ne peut assurer la sécurité et la qualité des soins que si nous avons des acteurs du domicile suffisamment présents, suffisamment bien rémunérés pour pouvoir assurer ce qu'ils ont à assurer. Les équipes, elles se font et elles se défont au domicile. Ce n'est pas comme à l'hôpital, rien n'est figé. Et j'ai souvenir que M. Falorni et M. Martin nous ont fait l'honneur de venir dans ce que j'appelle mes betteraves, c'est-à-dire dans le sud de l'Essonne. Et au bout d'un moment, M. Martin m'a dit « Ah non, quand même, l'hôpital, c'est quand même plus simple. » Alors, dès qu'on sort des murs de l'hôpital, il y a une complexité, un empilement des dispositifs qui est extraordinairement confusionnant pour le citoyen, pour l'usager, pour l'acteur et même pour l'homme politique. Expliquer l'ambulatoire, c'est un véritable défi. Nous avons notamment, en ce qui concerne les personnes âgées, quelque chose qui ne s'est jamais arrêté. On a toujours pensé qu'on avait trouvé
Le dispositif innovant, je vous parle par exemple des Mayas, mais aussi aujourd'hui nous avons les EHPAD hors les murs, les centres de ressources territoriales, les EHPAD ressources, les EHPAD territoriales. Enfin, je dois dire quand même que c'est d'une complexité et je sais pour travailler étroitement avec les directions d'EHPAD ou de femmes ou de masse, mais aussi les médecins, les soignants, les assistants sociaux, qu'on répond toujours à ces appels à projets. Mais quelle évaluation faisons-nous de ce projet, de ces dispositifs? Quelle est la réelle plus-value? Nous pouvons constater qu'il y a exactement la même chose du côté des personnes handicapées. C'est-à-dire qu'on crée des équipes spécialisées pour le handicap rare. 3 personnes pour toute une région comme l'Île-de-France. On crée des équipes pour personnes handicapées vieillissantes. 2 personnes sur un département d'1,2 million, par exemple, l'Essonne. Voilà. Je pense qu'il est temps, et je vous le dis en toute transparence, puisque j'ai fait partie et je continue à travailler pour l'instance de réflexion qui, sous la houlette du professeur Chauvin, et qui a mis son rapport en décembre et qui a été publié hier, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il est temps qu'on se ressaisisse et qu'on arrive à proposer, en tout cas sur les sujets qui nous concernent, c'est-à-dire les soins palliatifs et la fin de vie, des filières claires, facilement actionnables. Souvent, on parle de la difficulté d'avoir tel ou tel type de consultation ou d'avoir accès à tel ou tel type de soins. Mais souvent, on oublie qu'il peut y avoir l'offre. Mais comment on l'atteint quand on a 75 ans, qu'on vit dans un petit village entre l'Essonne et l'Eure-et-Loire? Il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de possibilité. Vous savez tout, comme moi, les restrictions sur les transports sanitaires. Voilà, nous avons des questions essentielles. La question de la fin de vie, c'est une question qui n'est pas nouvelle, qui est récurrente. Et ces questions de pour ou contre, c'est la seule façon de ne pouvoir jamais répondre à la question. Avoir une pensée binaire en 2 dimensions ne permettra jamais à une pensée humaine et solidaire de se développer. Il nous faut 3 dimensions, absolument, pour pouvoir travailler, écouter. Je ne suis pas docteur en médecine. De formation, je suis psychologue clinicienne et pire, psychanalyste. Vous voyez, comme quoi, étudier Lacan, ça mène à tout. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la médecine, les techniques médicales ont fait de telles prouesses ces 20-30 dernières années qu'elles ont parfois fabriqué des souffrances auxquelles on est, nous, soignants, confrontés tous les jours. Et que pour répondre à ces souffrances, à ces situations excessivement complexes, peut-être qu'on ne peut pas préjuger de ce qui est bon pour l'autre. Je vous entendais tout à l'heure parler avec beaucoup d'intérêt de la place du sujet âgé. En fait, ce n'est pas vieillir qui fait peur, mais c'est mourir. C'est juste parce que si les rides, les cheveux blancs, la cellulite, l'affaissement du menton n'étaient pas signe d'une mort prochaine, personne n'aurait peur de vieillir. Même si, bien sûr, on souffre d'altération, d'une baisse d'un certain nombre de nos capacités. Mais au bout du bout, on est dans une société, regardez comment on élève nos enfants. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Je suis pédopsie. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Par exemple, je suis à l'école maternelle, j'ai 4 ans. Dans la classe, on a un bubule, un poisson rouge. Et un jour, ce poisson rouge, il meurt. Mais généralement, l'enseignant s'empresse de subtiliser le cadavre du poisson rouge et va vite, le week-end, acheter un autre poisson rouge. Parce qu'on pense que pour les enfants, c'est quelque chose d'intolérable. Mais les enfants auraient bien à nous apprendre si nous souhaitions les écouter. Ce qui est important aussi de comprendre, et c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup œuvré, c'est que ça fait 20 ans, 25 ans que j'entends parler du grand virage ambulatoire. Mais ce n'est pas un choix. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on demande à la personne malade, à son entourage, est-ce que vous préférez rester à l'hôpital ou est-ce que vous préférez aller chez vous? Ce n'est pas un choix. Les gens sont de fait à leur domicile et donc il faut absolument
que le domicile au sens large, donc toutes les institutions médico-sociales et sociales, puissent offrir une fin de vie digne, mais digne selon les souhaits du patient et de sa famille. Dernière chose, le domicile, c'est bien, mais nous n'avons pas encore, j'ai aussi une casquette de chercheuse, de travaux de recherche sur l'impact du domicile sur le développement psycho-affectif des enfants, sur la souffrance psychique des survivants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est transformé en lieu de soins ? C'est le salon, la salle à manger. Comment on se réapproprie un tel lieu ? Voilà, je voudrais quand même juste dire aussi que, et je suis ravie, vous doutez, qu'une filière universitaire soit décidée dans les 30 mesures que propose cette stratégie, parce qu'il faut qu'on pousse la recherche en France. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts, mais il faut encore pousser la recherche, pas simplement en médecine, mais en SHS, absolument. Voilà, merci. Merci, Monsieur Pagel ou Madame Richard ? Madame Richard. Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Permettez-moi de présenter très rapidement la FEDESAP avant de laisser la parole rapidement à Monsieur Pagel. Donc la FEDESAP, c'est 4000 adhérents, dont 3200 services autonomie à domicile, selon la nouvelle appellation suite à la réforme, entreprises, associations, CCAS, SIAD. Nos adhérents accompagnent 670 000 personnes et familles avec leurs 160 000 aides à domicile, accompagnement donc au quotidien. Nos adhérents réalisent 28% des heures APA à domicile au national et 35% des heures PCH. Autant vous dire que l'accompagnement et la fin de vie, c'est évidemment un sujet qui nous porte. Pour être au plus proche des problématiques terrain rencontrées par nos adhérents, nous travaillons sous forme de commissions. Nous avons 18 commissions thématiques, dont une commission autonomie, c'est le cœur du réacteur chez nous, mais aussi une commission handicap et une commission soins, dont Didier Pagel est le président, et je lui laisse la parole. Merci Anne, merci Madame la Présidente. J'ai lu qu'il y avait à peu près 639 000 décès en 2023 en France, et dont 23% se situent au domicile. Les aides à domicile, les services à domicile, les SIAD et les SAD, sont des intervenants qui sont extrêmement présents au domicile, et pour autant, qui sont d'ailleurs souvent les plus présents, et pour autant ce sont souvent les moins formés et les moins accompagnés en ce qui concerne notamment la fin de vie. Sur l'ensemble des décès qui peuvent survenir au domicile, il y en a un certain nombre évidemment qui sont accompagnés par des unités de soins palliatifs et dont leur nombre a été croissant ces dernières années, et c'est tant mieux. Mais pour autant, il y a aussi beaucoup de décès qui se passent au domicile de façon impromptue, parce qu'ils ne sont pas prévus, ils ne sont pas attendus, et parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Et là, nos aides à domicile, qui sont, et nos aides-soignants ou nos infirmières, qui sont les plus présents au domicile, sont confrontés à cette réalité de l'accompagnement. L'accompagnement tel qu'il est vécu aujourd'hui en France, et je crois que les gens qui m'ont précédé l'ont bien souligné, c'est un accompagnement qui est assez médico-centré en définitive. Et on oublie une partie de cet accompagnement qui est l'accompagnement humain de la personne. On a rappelé, Madame, vous avez rappelé tout à l'heure combien les enfants étaient éloignés aujourd'hui de ce qu'est la mort et la fin de vie. Mais c'est vrai pour toutes les familles. Si on se plonge 50 ans avant, il y avait des veillées qui étaient organisées autour des personnes mourantes, où la famille et même les enfants, ça m'est arrivé moi, d'aller voir quelqu'un de mourant. Aujourd'hui, on a écarté, en confiant à la médecine la fin de vie, en la confiant presque uniquement, en la déléguant à la médecine la fin de vie, on a perdu un peu l'humanité qui doit accompagner cette fin de vie. Et nos aides à domicile, elles sont là, elles sont présentes. Nos aides-soignantes sont présentes au quotidien auprès de ces gens, et qui vont, à un moment donné ou à un autre, finir leur vie avec nous. Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'elles sont peu ou pas formées et mal accompagnées. J'ai souvenir d'une aide à domicile qu'on envoie, qu'un de nos services envoie chez une personne âgée le matin.
Et puis elle pousse la porte, elle cherche à ouvrir la porte, et puis la porte résiste. Et finalement, elle pousse un peu plus fort, et derrière la porte, il y avait le cadavre de la personne dont elle devait s'occuper ce jour-là. Cette dame a laissé tomber le métier, elle a démissionné. On s'est aperçu que elle avait été ni formée ni accompagnée. Alors certes, des formations existent. D'ailleurs, même les unités de soins palliatifs en dispensent. Mais le plus souvent, ce sont des formations qui sont à destination des soignants. Encore une fois, on regarde tout ça avec le biais du soignant. Or, nos équipes sont présentes au domicile en permanence et elles ont besoin d'être formées et d'être accompagnées. Donc c'est pour ça que peut-être tout à l'heure, on aura un temps pour faire des propositions. Nous, on a réfléchi à ça, à cet aspect formation. On a réfléchi aussi à d'autres formes, par exemple. Le fait que l'APA, vous savez, quand le docteur Vettel avait créé la grille Agir à l'époque, il avait considéré qu'une personne qui était en Girin, elle avait besoin de 3h50 d'aide quotidienne par jour pour simplement assurer les actes essentiels. Et quand c'était un GIR 2, c'était 3h05 ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, les plans d'aide APA, quand ils sont remplis au maximum, c'est 90 heures par mois pour un Girin. Et ça comprend également des actes qui ne sont pas compris dans les estimations qu'avait fait le docteur Vettel à l'époque, c'est-à-dire comme le ménage, faire les courses, etc. La fin de vie, c'est aussi l'accompagnement de l'aidant, quand il y a un aidant. Et je voudrais attirer votre attention sur la difficulté de l'aidant de se retrouver du jour au lendemain avec l'ensemble des services qui s'arrêtent, parce qu'il n'y a plus rien. Et, comme vous le disiez tout à l'heure, dans le salon, il traîne encore le lit médicalisé, les couches, les alaises et les divers matériels que les gens ont utilisés. Et puis, il faut s'occuper de tout ça. On vient de subir un deuil et on se retrouve seul à s'occuper de tout ça. C'est pourquoi, nous, on pense qu'il faut un accompagnement après le décès également, dans le cadre de cette fin de vie, et que nos services sont bien placés pour le faire. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Merci. Monsieur Vénard pour le CINERPA. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Rapidement vous présenter le CINERPA et puis après je passerai la parole au président de notre commission soins. Le CINERPA, c'est la première confédération des acteurs privés du grand âge. Nous avons créé cette confédération en 2001 et nous rassemblons plus de 3500 adhérents. C'est 170 000 salariés, c'est 300 000 personnes hébergées, c'est 2000 EHPAD, 1200 services d'aide à domicile et 300 résidences-services. Merci, Monsieur le Vice-président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Ça marche ? Ah, ça c'est rouge. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers confrères et chères consoeurs qui sont nombreuses dans le rang de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs, évidemment, c'est à titre de président de la Commission médicale des soins du CINERPA que je vais l'évoquer, mais je n'oublie pas que derrière, dans ce sujet très sensible, il y a des parcours personnels. Pour ma part, un petit clin d'œil à Pascal, je suis gérontophile depuis tout petit, gériatre au sens l'amour de la vieillesse, l'amour de la vulnérabilité dans toutes ses formes. Et j'ai eu le bonheur dans ma vie hospitalo-universitaire de créer à la fois une filière palliative. J'étais président d'un réseau de soins palliatifs, créateur d'une association de soins palliatifs. Donc la question de la fin de vie et de l'accompagnement, j'allais dire, c'est dans mon ADN depuis toujours. Et si je voulais, pour vous situer l'intérêt de la richesse des débats que vous avez déjà eus antérieurement, puisque notre volonté avec les membres de la commission soins, ce n'est pas forcément de vous redire tout ce qui a été déjà bien dit et bien débattu lors des différents grands débats, je pense au rapport du CCNE, à la Convention citoyenne, etc., etc. Mais peut-être, effectivement, au nom de la Commission, de vous apporter nos points de vigilance sur ce choix sociétal que le Président de la République et le gouvernement avaient eu de vouloir avancer sur les droits des plus fragiles. On a bien conscience au CINERPA qu'il va nous falloir tous faire mieux avec moins. Et on voudrait vous faire part d'un certain nombre de considérants là-dessus, en rappelant évidemment qu'on a pleinement conscience en tant que médecin que les limites de notre médecine, des excès de la médecine que vous avez évoqués, a posteriori, facile a posteriori de le dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des situations
de fin de vie difficiles qui sont provoqués par une médecine qui a fait ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire de sauver, de guérir parfois, de soulager souvent, d'accompagner toujours. Et dans ces considérants, on a bien conscience de tout cela. Donc on voudrait juste revenir très rapidement, dans le temps qui est imparti, sur quelques points de ce projet de loi et de nouveaux droits, même si le président ne le considère pas tout à fait comme un nouveau droit. Sur le titre 1, on est tous d'accord. Le renforcement des soins palliatifs et d'accompagnement nous va très bien dans le monde de la gériatrie et surtout dans le monde médico-social pour être aujourd'hui de ce côté-là. Parce que cette approche globale du care et du cure, cette approche globale de la philosophie palliative, elle est dans notre ADN de prendre soin de la personne dans sa dimension physique, psychique, sociale et j'ose qualifier au sens étymologique de spirituelle et religieuse, au sens de ce qui met en lien, de ce qui fait une vie de relation, une vie de sens, entourée des gens qu'on aime, des gens qui comptent et pas simplement de professionnels qui sont évidemment extrêmement importants ou des bénévoles qui représentent la cité. On voudrait juste attirer votre attention sur le fait que les besoins et les attentes des nouvelles générations sont probablement différentes des générations très âgées que nous accompagnons aujourd'hui. Et en tant que législateur, vous avez évidemment ce devoir de prévoir, c'est, dit-on, la définition du politique et de la gouvernance, afin de ne pas subir les stades ultimes et dramatiques des pathologies à pronostic existentiel parfois effroyables que nous avons fabriquées. Aujourd'hui, nous pouvons mourir directement de notre maladie d'Alzheimer, ce qui n'était pas le cas hier, parce qu'aujourd'hui, on a su sauver l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, l'infection, la dénutrition, la déshydratation. C'est un exemple parmi d'autres et je voulais l'évoquer avec vous. Deuxième point de vigilance et d'intérêt, c'est vos maisons d'accompagnement. Les interlocuteurs précédents ont bien montré toute la difficulté de mourir à domicile, derrière ce fantasme du domiciliaire que nous avons tous, les professionnels compris, parce qu'effectivement, ce n'est pas simple de mourir chez soi. Et les maisons d'accompagnement, tiers-lieux, on est tout à fait d'accord sur l'essentiel des propositions du rapport Chauvin et très heureux qu'elles aient été reprises dans ce projet. Les maisons d'accompagnement sont intéressantes, mais pour la profession et le secteur d'activité que nous représentons, nous attirons votre attention de la question des old, des vieux, des grands vieillards, qui sont déjà, par définition, accompagnés dans des maisons d'accompagnement qu'on appelle les EHPAD. Un quart des décès survient en EHPAD. Ce sont naturellement des lieux spécialisés d'un prendre soin, d'un savoir-faire palliatif, même s'ils n'en ont parfois pas toute la médicalisation et les ressources humaines suffisantes. Mais devant la création de ces maisons d'accompagnement, comment seront traités en droit commun les EHPAD qui sont déjà naturellement des maisons d'accompagnement? C'est-à-dire que ces nouvelles maisons devront être complémentaires dans les populations visées et peut-être équitables dans les soutiens apportés aux maisons d'accompagnement. Le plan personnalisé d'accompagnement, je ne reviens pas dessus, mais pour nous, c'est un projet de vie qui prend fin. Si je voulais être cynique, la mort n'est rien. La mort est toujours brutale, mais mal mourir et mal finir ses jours, c'est un enjeu. Toutes les personnes qui sont accompagnées aujourd'hui, les grands vieillards à domicile ou en EHPAD, sont dans un projet de vie qui prend fin. Et attendre la mort n'est jamais un projet de vie. Il nous faut aujourd'hui consolider ce projet de vie qui prend fin. Avec un petit point là aussi générationnel, les générations qui arrivent chez nous aujourd'hui, dans nos établissements, à 99%, n'ont pas nommé leur personne de confiance, n'ont pas rédigé leur directive anticipée. Et ce droit à être entendu demain, si le jour où je ne peux plus exprimer mes volontés, je suis persuadé que nous devons collectivement avancer avec la place du corps médical et soignant là-dessus, pour que les nouvelles générations, demain, puissent anticiper le drame de leurs maladies chroniques et des maladies neurodégénératives en particulier. Donc quatrième élément, on note chez nous dans nos pratiques là, une approche diachronique. Les grands vieillards d'aujourd'hui, si je veux vous provoquer un peu, chers parlementaires, c'est qu'on n'a pas besoin de situation de donner la mort, d'aide active à mourir. Ces grands vieillards, pour la plupart d'entre eux, la mort du grand vieillard est souvent une mort douce, à condition qu'on respecte déjà la loi Leonetti. Savoir pousser la morphine pour soulager au risque d'abréger, savoir arrêter un traitement actif qui maintient en vie, avec plus ou moins un droit à une sédation profonde et continue, savoir se retirer de la technique pour faire plus d'humanité, permet généralement de faire des accompagnements en humanité, accompagner des proches et avec des morts naturelles qui s'en suivent. Par contre, oui, nous avons pleinement conscience, et merci dans cette anticipation, qu'il y aura demain probablement de nouvelles situations du mal mourir et des attentes de nos contemporains qui voudront peut-être, parce que les héros ne sont peut-être plus de ce monde, on ne veut plus, le dolorisme n'est plus de ce monde,
Vouloir souffrir jusqu'au dernier jour n'est peut-être plus dans l'attente des générations futures et ils voudront peut-être anticiper ces drames extrêmes. Et la question que nous vous posons, c'est comment mieux reconnaître des directives anticipées précises, argumentées, alors qu'elles sont déjà légalement opposables, alors que dans votre projet de loi, vous avez écrit que pour accéder exceptionnellement à une active à mourir, il nous faudrait avoir d'autres discernements. Il y a une sorte d'injonction paradoxale à ce sujet. 5e remarque, pardonnez-moi d'être un peu long. Je crois que par rapport aux personnes vulnérables, nous avons souvent, en fonction de nos convictions, tendance à penser qu'il nous faut, à raison, faire preuve de grande attention aux vulnérables. Je voudrais juste attirer votre attention que c'est vrai dans les deux extrêmes. L'expérience que nous vivons tous les jours dans nos maisons, c'est que nos vieux fragiles, comme j'aime à les appeler, risquent tout autant, plus que les autres, l'obstination déraisonnable, que l'abandon, voire un assassinat, sans prendre les considérants éthiques minimum sur une aide active à mourir. Donc les vulnérables, c'est effectivement une préoccupation que vous devez avoir en permanence, mais prenez bien conscience qu'aujourd'hui, ils subissent à la fois de l'excès de soins et parfois de l'insuffisance de soins, voire plus, dans l'interdit de la loi. Dernière remarque, c'est la place du corps médical et soignant dans ce projet de loi. Il nous faut paradoxalement, là aussi, démédicaliser la fin de vie avec moins de techniques, mais la remédicaliser en humanité. Les médecins et le corps soignant ne peuvent pas être abandonnés leurs malades, quels que soient les droits que vous donnerez aux patients demain. Le médecin, cette main qui soigne, doit rester cette main qui accompagne jusqu'au bout, quelles que soient nos convictions personnelles. Évidemment, il y a la clause de conscience qui était rappelée, mais je pense que cette main qui soigne doit, par humanité, être cette main qui accompagne jusqu'au bout, parce que nous en avons besoin à tous les stades de l'accompagnement, du diagnostic jusqu'à la mort, en passant par l'aggravation des pronostics. En conclusion, nous souhaiterions que vous puissiez être attentifs à pouvoir concilier le techniquement possible et l'humainement souhaitable, pour plagier Jean Leonetti un petit peu, concilier notre éthique d'autonomie, qui est revendiquée à raison aujourd'hui par nos citoyens, et cette éthique de la vulnérabilité, garantir nos principes républicains de liberté, de libre choix, et le corps médical aujourd'hui, peut-être demain, aura un choix supplémentaire si vous le donnez. Et dans cette palette de choix, comment entendre et faire respecter et faire connaître ces choix aux patients, comment respecter l'équité, quel que soit son âge, son sexe, son origine, son lieu de fin de vie, dans un souci de fraternité. Évidemment, nous vous invitons à porter une attention peut-être un petit peu corporatiste, mais à bien protéger les médecins qui assumeraient en confiance, en conscience et en responsabilité des actes qui pourraient conduire à la mort déjà aujourd'hui, à savoir le laisser mourir ou exceptionnellement à faire mourir. Et enfin, eu égard à ce qu'on a lu dans la loi, je n'imagine pas que vous ne fassiez pas appliquer ce qui est écrit, à savoir s'assurer à éviter les dérives, parce que donner la mort est toujours un acte exceptionnel, un acte grave, un acte qui est un interdit anthropologique à la base, mais qui doit pouvoir, dans la singularité, dans la conscience, pouvoir faire exception, en rassurant tous ceux qui craignent les dérives. Je vous remercie. Merci. On passe aux questions des rapporteurs. Monsieur Falorni, rapporteur général. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, merci pour vos interventions respectives. Je vais partir du propos du docteur Carigé. Quelque part dans votre intervention, vous avez expliqué de façon sous-entendue et tout à fait juste quelles ont été les conquêtes finalement de ce premier quart de siècle concernant nos concitoyens et concernant les patients, le droit de ne pas souffrir. Ça nous semble une évidence aujourd'hui, mais je crois qu'il faut se rappeler que aujourd'hui nous avons conquis ce droit qui n'est plus indispensable et encore moins nécessaire, et droit de ne pas subir l'acharnement thérapeutique, l'obstination déraisonnable. Et notre mission aujourd'hui, c'est d'ouvrir ce champ des possibles et de l'élargir à une possibilité d'ultime recours qu'est l'aide à mourir. Vous avez abordé le plan personnalisé d'accompagnement dans votre intervention, mais je souhaiterais avoir un peu l'avis des autres intervenants qui l'ont moins fait, et plutôt vous interroger aussi plus largement sur les soins d'accompagnement. Quelle
Comment percevez-vous cette notion englobante et la relation avec les soins palliatifs qui demeureront? Peut-être une question plus précise. Pourquoi y a-t-il aussi peu de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès pratiquée en France? J'ai toujours beaucoup de mal, je vous l'avoue, à entendre dire parce que les soignants ne connaissent pas la loi. Ça, j'ai du mal à l'entendre. Après, j'entends toutes les autres raisons, à vrai dire. Non-maîtrise du temps, réticence personnelle. Mais pourquoi? Pourquoi? Et puis, pour faire suite à la précédente audition, est-ce que vous considérez concevable l'idée d'une clause de conscience collective? Voilà, je vais m'arrêter là. Monsieur Martin. Merci Madame la Présidente. Merci à tous les intervenants, bien entendu. À Madame Ibidos, dont on reconnaît l'expérience pionnière, pouvez-vous nous dire un petit peu où en est maintenant votre projet, quelle est votre actualité, quelles sont les difficultés que vous rencontrez encore et quel avenir vous voyez pour vous-même, mais aussi pour la duplication sur les territoires dans le cadre de ce qui nous a été annoncé, appel à projet, appel à manifestation d'intérêt, y compris incluant l'aspect financier de l'investissement. Et sachant que l'État, le gouvernement s'est exprimé pour dire qu'il s'engagerait sur le fonctionnement de ces types, de ces maisons d'accompagnement. À Madame Élien, je me souviens de la visite dans l'Essonne. Et si j'ai choisi le titre 1, c'est aussi en pensant à votre équipe et à vous-même aussi. Vous avez souligné que l'évaluation des différents dispositifs n'existait pas, qu'elle était extrêmement complexe. J'en conclus qu'il faut clarifier, qu'il faut simplifier, même si dans quelques minutes c'est difficile pour vous de répondre à cela, mais si vous voulez bien nous transmettre quelque chose de plus complet sur la simplification telle que vous, avec votre expérience, avec les difficultés que vous rencontrez sur le personnel, sur le renouvellement des personnels, sur la pratique en ville et sur ce mixte. Et ça, c'est important, public et privé, puisque vous travaillez aussi avec des infirmiers libéraux, on les avait rencontrés chez vous. Quelles sont les pistes d'évaluation, de simplification et de clarification? Pour le CINERPA, j'avais rencontré le docteur Karcher aux assises récentes qui se sont tenues à Saint-Denis, n'est-ce pas? Avez-vous, compte tenu de tous les aspects que vous avez évoqués, vous avez souligné le fait que les grands vieillards pouvaient partir en mort douce et apaisés. Donc, est-ce que vous jugez nécessaire, possible, qu'il y ait des unités de soins palliatifs, des lits dédiés de soins palliatifs, comme il y a des secteurs protégés dans les EHPAD? Est-ce qu'il pourrait y avoir des secteurs un peu plus médicalisés, peut-être, mais en tout cas dédiés, des lits dédiés pour prendre en charge la fin de vie sans se décharger sur des urgences hospitalières, comme on le voit hélas trop souvent? Je vous remercie. Madame Fiat. Merci, Madame la Présidente. Je vais reprendre les propos de Pascal Chanvert sur l'agisme. Alors, j'ai une vraie difficulté. Alors, soit j'ai eu beaucoup de chance pendant ma carrière, ou soit peut-être je n'ai pas compris les propos. Mais parce que moi, sincèrement, j'ai mis plus en place de soins de confort de fin de vie que de soins palliatifs. Mais j'aimerais donc. Alors je vous pose la question, est-ce qu'on pourrait être d'accord sur le fait que en EHPAD ou même à domicile, une personne âgée meurt naturellement, enfin, dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on arrive dans la chambre, la personne est décédée et que pas forcément de mort douloureuse avec des soins palliatifs ou avec plein de machines ou
plein de choses, parce que voilà, juste qu'on se dise pas, M. Chanvert, vous avez dit 70% des décès sont des personnes de plus de 70 ans, mais tout le monde n'a pas besoin, enfin, qu'on soit d'accord que tous n'ont pas besoin de soins palliatifs, et que certaines personnes meurent d'une mort douce. Voilà, enfin, on arrive dans la chambre, la personne est décédée avec un beau sourire, et voilà, la mort n'est pas forcément quelque chose de douloureux ou compliqué. Je ne sais pas trop comment le dire, mais j'espère que vous avez compris ma question. Si vous ne l'avez pas compris, je pourrais vous la refaire après. Je ne sais pas trop comment le faire. Monsieur, concernant les soins à domicile, pareil, j'ai un petit désaccord concernant les formations. Aide-soignante de profession, je veux vous dire qu'on est formé, notre diplôme. Et pour les aides à domicile, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée qu'elles aient toutes le diplôme d'AVS, par exemple, pour éviter qu'elles soient confrontées à des situations de décès, comme vous avez parlé, et est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'arrêter les faisants fonction, par exemple, dans les établissements? Je parle de mon métier, mais je sais qu'on est dans une situation, mais pour éviter ces situations complexes par rapport au décès. Et si vous n'avez pas compris ma question, je pourrais la refaire, mais je ne sais pas comment d'ailleurs. Alors, je crois qu'il y avait des questions pour tout le monde, donc Madame Élien, qui lève la main. Peut-être sur le plan personnalisé d'accompagnement, l'idée c'est de pousser dans notre culture française, et je ne dis pas la culture médicale, je dis dans la culture française, ce qu'on appelle le projet de soins anticipé, ou en anglais Advanced Care Planning. C'est-à-dire que nous avons deux écueils, deux difficultés. Nous avons du mal avec le terme de prévention et nous avons du mal avec le terme d'anticipation. Ce plan personnalisé d'accompagnement, justement, c'est un plan qui permettrait à une personne, dès l'annonce d'un diagnostic d'une maladie chronique, pas forcément à risque létal immédiat, de pouvoir échanger avec son équipe soignante, médicale, mais aussi l'équipe psychosociale. Les travailleurs sociaux, les psychologues sont très présents. Et pour pouvoir échanger sur ses souhaits, sur ce qu'il imagine avoir envie, ce qu'il imagine vouloir pour lui-même. Ce plan personnalisé d'accompagnement permettrait justement qu'il y ait de véritables échanges et de discussions. C'est ce que souhaitaient les directives anticipées très souvent. On sait bien, j'ai eu à travailler sur des groupes de travail à la HAS sur la question des directives anticipées, notamment dans les EHPAD. Et tout au début de la création des directives anticipées, c'était pris comme une espèce d'obligation administrative. Et moi, je disais à la HAS, mais quand un EHPAD me dit j'ai 60 résidents, 60 personnes de confiance nommées et 60 DA, je disais, écoutez, pour moi, ce n'est pas un bon critère de certification. Voilà, donc je crois aussi que dans notre culture française, et c'est pour ça que je suis particulièrement satisfaite de cette stratégie décennale, c'est que ces questions du mourir et de la fin de vie, ça ne concerne pas que les médecins, les soignants ou les gens qui sont malades, mais ça concerne tout le monde, un jour ou l'autre. Pour répondre à une des questions sur les aidants, nous serons aidants tous au moins de 3 à 4 personnes de notre famille. Voilà, donc ces questions-là, c'est des questions collectives et il faut trouver des solutions collectives. Donc, la question qui revient très souvent, notamment puisque dans les missions des équipes mobiles de soins palliatifs, il y a un volet formation. Donc nous faisons beaucoup de formation dans les EHPAD, dans les MAS, dans les femmes, auprès des services d'aide à domicile, des SIAD. Mais on sait très bien qu'il y a une telle difficulté au recrutement, stabilisation des équipes. C'est-à-dire quand on a fini de former une équipe d'EHPAD, généralement 8 mois après, c'est plus le MEDCO, c'est plus la même IDEC, etc. C'est une vraie difficulté qu'on a dans tous les secteurs sanitaires, médico-social et social. Voilà. Vraiment, j'insiste sur 2 mots,
prévention et anticipation. Je sais à quel point, pour animer des groupes Balint auprès des médecins gériatres d'EHPAD, ils me disent « Mais quand, Françoise, est-ce le bon moment de parler des directives anticipées avec la personne ? Est-ce que c'est au moment de la consultation d'admission ? Très souvent, au vu des types de personnes âgées qui rentrent en EHPAD, ils sont généralement déjà polypathologiques. Et très souvent, ce que me disent les médecins, c'est qu'on a une fenêtre de tir de 15 jours entre la consultation d'admission et puis le premier épisode aigu. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on parle des directives anticipées ? Voilà. Et je crois que très souvent, ce qui ressort, c'est que la question des directives anticipées nous dérange, nous, professionnels. Moi, je fais des formations partout, dans des résidences seniors, et je vois que les personnes âgées, mais elles sont rassurées qu'on puisse en discuter. Voilà. Donc, je pense que si nous, professionnels de santé, on n'est pas à l'aise avec ces questions, ça va être un peu difficile de pouvoir échanger sur le soin de nos patients. Madame Huidos. Pour compléter ce que vient de dire Madame Élien, je peux parler de mon expérience personnelle à la maison de vie de Besançon, puisque ce plan de soins et d'accompagnement était vraiment une de nos priorités dès l'admission des personnes, et au même titre que les directives anticipées. Donc c'est vrai que dans cette structure, on a vraiment expérimenté beaucoup de choses, innové beaucoup, mais les choses se sont faites. Alors au début, non sans difficulté, parce que ça a été déroutant à la fois pour l'équipe accompagnante, les soignants, d'être dans ce contexte hors les murs et dans un cadre si atypique. Mais on y est arrivé, et je dirais qu'au fur et à mesure de l'expérience, les choses se faisaient vraiment très simplement. À chaque admission, on mettait en place un plan de soins qu'on réévaluait, plan de soins et d'accompagnement qu'on réévaluait en lien avec une équipe pluridisciplinaire et en lien avec l'équipe mobile du CHU si nécessaire. Les familles également étaient impliquées dans la mise en place de ce plan de soins. Voilà ce que je voulais rebondir sur le sujet. Après, sur la question qui m'a été posée plus spécifiquement sur les maisons de vie, je vais parler déjà sur la partie investissement et donc de ce que j'ai pu vivre à Besançon avec la maison de vie. Effectivement, sur l'investissement, comme c'est proposé dans le projet de loi, en fait, l'investissement est venu des collectivités territoriales, en fait. Et là, je dois saluer vraiment un travail remarquable. Alors, moi, travaillant à la base pour une collectivité territoriale et connaissant bien le système, je pense que ça a été aidant pour connaître un peu les rouages et les mécanismes des demandes de subventions. Mais l'essentiel de l'investissement a été financé par la région, la ville. Alors, à l'époque, une partie aussi par l'ARS. Mais majoritairement, c'était la région et la ville qui sont impliquées, à double titre d'ailleurs, puisque la première maison a ouvert en 2011, donc au moment du début de l'expérimentation. On a été contraint dans le temps, puisque j'avais un premier partenaire qui m'a laissé tomber 3 mois avant, donc il a fallu tout recommencer. Et donc, j'ai dû trouver des nouveaux locaux. Et donc, la maison qu'on a trouvée n'était pas forcément adaptée. Elle était merveilleuse. C'était une bâtisse du 18e. Mais il a fallu, bien sûr, la mettre aux normes. Donc, l'investissement était à peu près de 780 000 €. Mais on a pu avoir les financements et vraiment avec une implication, je dirais, assez remarquable des collectivités. Donc, c'est tout à fait faisable. Et également pour, après, sur l'investissement, notamment les équipements ou véhicules adaptés, puisqu'on avait un véhicule adapté pour emmener les gens se promener via des fonds privés sous forme de mécénat. Voilà, ça s'est fait vraiment sans trop de difficultés. Et en plus, de ce que je voulais dire, c'est qu'au terme de l'expérimentation, donc en 2014, au moment de la pérennisation de l'établissement, il nous a été demandé par le ministère d'augmenter la capacité. On était sur 7 places au départ de par la structure, les bâtiments qu'on avait, qui ne nous permettaient pas de faire plus. Et on est passé à 12 places, qui en plus, à mon avis, me semble un bon équilibre à la fois humain en termes d'organisation et aussi le volet équilibre économique, qu'il ne faut pas négliger malgré tout. Et on a de nouveau, j'ai ressollicité les collectivités qui se sont réimpliquées pour le financement des travaux. Donc sur ce volet-là, voilà. Après, sur l'avenir. Alors aujourd'hui, la maison de vie de Besançon que j'ai créée en 2011 n'existe plus en tant que telle, mais non pas parce qu'elle n'a pas fait ses preuves, mais pour des raisons de gouvernance et voilà, qui n'ont rien à voir avec la pertinence du lieu, ni la bonne gestion de l'établissement, puisque tout se passait parfaitement bien.
Mais je dirais que l'avenir aujourd'hui, c'est surtout via le collectif national des maisons de vie que je préside, puisque comme la maison de vie de Besançon était la première en France, et elle a fait des émules, et beaucoup de personnes sont venues me voir à Besançon pour voir comment se passait l'organisation de cette structure. Elle a été aussi beaucoup médiatisée à l'époque. Je dois souligner d'ailleurs que majoritairement, les personnes venant voir la maison de vie et ayant envie de développer le même type de projet étaient majoritairement des soignants du domicile, d'équipes mobiles de soins palliatifs, de réseaux de soins palliatifs, très au fait donc de la réalité du terrain et ayant envie de développer ce type de structure. Donc en 2017, ces différents porteurs de projets ont souhaité qu'on se réunisse en collectif. Donc aujourd'hui, il y a une vingtaine de projets en France de maisons de vie. Une maison a ouvert en mai dernier. Madame la Présidente était présente pour l'inauguration. Avec un seul problème, c'est que cette structure a ouvert sans forcément avoir les financements ad hoc, puisque le cadre juridique n'existait pas encore il y a un an. Et que c'est un peu la problématique de développement de ces structures aujourd'hui, tous ces porteurs de projets, de membres du collectif national des maisons de vie. J'ai été très naïf en 2017 quand on a créé le collectif, parce que je leur ai dit, en fait, j'ai essuyé les plâtres, et ça sera beaucoup plus facile pour vous. Que nenni, ça n'a pas été le cas, puisque dans toute leur démarche auprès des ARS ou des départements, puisque pour la structure de Besançon, on avait un financement du département basé sur une globalisation de la PCH, en plus des fonds de l'ARS, ça n'a pas été le cas, puisque dans leur démarche, les ARS leur disaient vos projets sont super, mais en fait, on ne sait pas faire parce que ça ne rentre pas dans les cases. Ce qui m'avait été dit d'ailleurs à l'époque, au début de mes démarches, il y a une vingtaine d'années. Donc c'est pour ça que ce projet de loi avec la création de maisons d'accompagnement est fondamental en fait, parce que le besoin il est réel. Ce que je disais d'ailleurs dans mes rendez-vous l'an dernier, et notamment quand j'étais reçue à l'Élysée au cabinet du président de la République, je dis à un moment donné c'est juste une question de bon sens. Je veux dire, ce type de structure, elles apportent une vraie plus-value avant tout humaine, parce que je peux vous dire que moi, l'expérience que j'ai vécue au sein de la maison de vie, humainement parlant, c'est absolument exceptionnel. Pour les personnes qui y ont été accompagnées, mais également pour les proches et pour l'équipe. C'est-à-dire que j'ai toujours des liens très forts, d'ailleurs, avec mon ancienne équipe et avec les familles des résidents qu'on a pu accompagner jusqu'à la fin. Et l'accompagnement de ces personnes dans cette globalité, dans cette humanité, puisque vraiment ces lieux sont avant tout des lieux d'accompagnement humain, même si je dirais que le côté médical doit être peut-être encore plus sécurisé qu'ailleurs. Donc c'est vrai qu'on a inventé ça aussi, je veux dire, tous les protocoles médicaux, parce que bon, des personnes, on a accueilli des personnes atteintes de pathologies très lourdes, des maladies de Charcot, des maladies neurodégénératives, ou des personnes avec des douleurs réfractaires. Enfin, voilà, on avait vraiment des cas extrêmes et complexes. Donc c'est vrai que tout le volet médical, purement médical, devait être extrêmement sécurisé, mais en même temps, l'essentiel de la philosophie et de la mission de ces lieux, c'est avant tout l'accompagnement de ces personnes. Je vais vous donner un exemple. Un jour, on a accueilli une femme qui était atteinte d'une tumeur cérébrale métastasée très avancée, qui est arrivée un peu comateuse. Enfin, les médecins de l'hôpital qui me l'avaient adressée, parce que les orientations se faisaient à la fois via les médecins généralistes de ville, via le domicile et via l'hôpital, quels que soient les services. Le médecin m'avait dit, écoutez, voilà, on vous l'envoie, mais c'est vraiment la toute fin, les derniers jours d'accompagnement pour cette personne. Donc, j'avais préparé l'équipe, on avait fait une réunion pour vraiment pouvoir accompagner cette personne de la meilleure manière possible, mais vraiment dans l'ultime fin de vie. Et en fait, au fur et à mesure des jours de l'accompagnement qu'on a pu prodiguer à cette personne, et des mois, elle est restée avec nous 1 an. Et il y a eu un regain de vie incroyable, parce que je pense vraiment que l'accompagnement humain, mais je dirais presque, je disais souvent à mon équipe, ces maisons, c'est avant tout une histoire d'amour, mais d'amour et d'humanité en fait. Et quand on peut apporter ça aux personnes, et je le dis, enfin je témoigne parce que je l'ai vécu vraiment, ça peut être assez exceptionnel. Alors bien sûr, cette personne est décédée, mais elle est restée 1 an en fait avec nous à la maison de vie. Elle a pu retisser des liens avec sa fille. Elle a pu prendre ce temps qui est aussi un temps de réconciliation et sans doute de paix aussi avec soi-même.
Et vraiment, c'est pas que des mots. Enfin, j'en témoigne parce que je l'ai vécu et j'ai accompagné ces personnes. Et donc, voilà, je pense vraiment la nécessité de créer ce type de lieu, vraiment. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Les dames sont galantes, elles vous ont laissé, Monsieur Pagel, Monsieur Chanvert, le temps de réfléchir à la question, de comprendre la question de Madame Fiat. Donc, Monsieur Chanvert, allez-y. Je crois avoir compris la question de Madame Fiat. Madame Fiat a raison. Il y a des gens qui meurent qui n'ont pas besoin d'accompagnement de fin de vie et de soins palliatifs. Mais si je disais là, aujourd'hui, les Juifs, ils ont moins besoin d'accompagnement palliatif que les autres. Les femmes ont moins besoin que les hommes, soyons raisonnables. Bon, oui. Bah, il y a des gens qui réagissent, évidemment, parce que c'est ignoble de dire ça. Mais je le redis, en société agiste, les vieux, ils ont moins de besoins que les autres. Donc, si on me montre des études scientifiques avec des méthodes rigoureuses qui montrent que dans 70% de ces plus de 70 ans qui décèdent, ou plutôt les 70% des gens qui décèdent ayant plus de 70 ans, il y en aurait que 65% ou 63% et demi qui auraient besoin d'accompagnement, pourquoi pas? Mais qu'on m'explique que quand il y a 70% de Français qui décèdent, qui sont les 70% de gens qui décèdent, qui ont plus de 70 ans, qu'on me dise il y en a 10% qui ont besoin d'accompagnement, ça c'est clairement de l'agisme. Et je pense bien souvent qu'à domicile ou en établissement, on n'accompagne pas suffisamment bien les personnes âgées. J'évoquais tout à l'heure les promesses de différents gouvernements, mais je crois au fond que c'est de l'agisme. Si vous êtes nombreux à vous être émus à travers la proposition de loi Bien vieillir, qui est maintenant la loi Bien vieillir, de qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas dans la société autour de ces questions, je pense que c'est l'agisme. Parce qu'on pense qu'il y a toujours... Il n'y a pas des néo-nazis dans cette assemblée agiste qui veulent qu'on tue les vieux. Par contre, il y a plein de gens de totale bonne foi qui pensent qu'il y a toujours quelque chose de plus important que la question des personnes âgées. Et c'est ça l'agisme. C'est pas des gens effroyables. C'est totalement dilué dans notre société. Et donc, sur cette question, nous devons avoir cette vigilance. Et rapidement, par rapport à la question de M. Falorni, alors vous avez raison, Madame la Présidente, comme on a été galant, ça a permis de réfléchir. J'avoue que spontanément, moi, je ne vois pas bien ce que peut être une clause de conscience collective. Et donc je me dis, s'il pose la question, c'est qu'il y a des débats autour de ça, donc essaie de te poser la question, d'autant que j'ai dit que c'était important pour nous. Nous, spontanément, je n'ai pas dit que c'était votre choix, mais en tout cas, la question se pose. Pour nous, la clause de conscience, elle était plutôt individuelle. Alors, ça veut dire qu'il y aurait des groupes qui diraient on fait jouer une clause de conscience. Peut-être que des structures peuvent le dire, mais c'est pas collectif à ce moment-là. C'est les chefs de la structure qui décident que. Pourquoi pas? Enfin, je sais pas, mais pour moi, et je dirais pour nous, la clause de conscience, elle est plutôt individuelle. Et dans un établissement pour personnes âgées, c'est la richesse du groupe qu'il y ait des gens qui acceptent d'accompagner et d'autres qui n'acceptent pas d'accompagner. Parce que j'ai entendu, puisque plusieurs me l'ont rapporté, que vous avez eu une question tout à l'heure sur les établissements sont-ils des domiciles? Alors, résolument pour l'ADEPA, oui. Si vous avez majoritairement, si ce n'est à l'unanimité, voté le droit d'avoir des animaux en établissement, c'est bien parce que l'établissement pour personnes âgées, ça doit être un lieu de vie. Je regarde votre collègue Philippe Juvin à l'origine de l'amendement. Ben oui, parce que c'est ça la fraternité de la République, c'est que les personnes âgées, même très âgées, même avec des troubles cognitifs, même avec des handicaps, elles sont... fondamentalement, elles restent des citoyens de la République ou des habitants de la République, pour ceux qui ne sont pas d'origine française, à part entière. Et donc, si on est opposé au droit, à l'aide à mourir dans la société, on y est opposé en établissement, c'est très cohérent. Si on est favorable à l'aide à mourir dans la société, on y est favorable en établissement.
Et à ce moment-là se joue la question pour les professionnels de la clause de conscience. Monsieur Pagel. Oui, donc sur la question de Madame Fiat sur la formation des aides à domicile notamment, je vais faire comme mon collègue Pascal Chanvert, je veux dire que vous avez raison, mais vous étiez aide-soignante. Et aide-soignante, vous avez eu une formation et des stages à l'hôpital, dans une structure organisée, avec des infirmières pour vous entourer, d'autres aides-soignantes, et puis des médecins et toute une équipe autour de vous. La formation d'auxiliaire de vie sociale à laquelle vous faites référence, c'est pas du tout le cas. Même lorsqu'elle se fait en apprentissage, elle se fait en apprentissage au sein d'une structure d'aide à domicile. Et les cours qui sont donnés sont des cours théoriques qui sont essentiellement basés sur des aspects sociaux, mais à aucun moment dans la période de formation, il est abordé, il n'est vécu l'accompagnement de fin de vie. Il n'est pas vécu. Et c'est là toute la différence. Et sur la deuxième question sur laquelle vous disiez que finalement il y a des tas de décès qui se passent très très bien au domicile. Je dirais oui, mais parce que si l'aide à domicile, par exemple, en l'absence d'unité de soins palliatifs, n'est pas en capacité de repérer des signes de souffrance lorsque la personne n'a pas les capacités de s'exprimer, eh bien, on passe à côté de quelque chose. Si on dit elle est morte tranquillement, non, peut-être qu'elle est morte en souffrant. Donc, voilà, la question de l'information, pour nous, elle est centrale. Voilà, c'est juste que ma réponse. On nous a gentiment donné des verres, mais nous n'avons pas de bouteille d'eau. Est-ce que... Alors, on va passer aux questions de nos collègues députés. Ah, monsieur Carrégé, allez-y. Présidente, oui, pardon. Juste en complément, parce que vous m'aviez posé des questions directes, en particulier M. Falorni et d'autres. Vous l'avez vu à travers la loi qui ne s'applique pas forcément avec des pratiques. C'est à la fois autant d'humilité médicale que d'humilité parlementaire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne loi pour que les choses s'appliquent. Ça, c'est juste un petit clin d'œil à tous ceux qui pensent que la loi va faire le meilleur ou le pire. Il y a entre-temps des pragmatismes. Je pense que les difficultés que vous rencontrez sur ce qu'on rencontre aujourd'hui sur le peu de pratiques de sédation profonde et continue jusqu'au décès, elle n'est pas loin d'être aux mêmes choses que de la limitation d'arrêt de traitement actif. Et historiquement, moi, quand la sédation profonde et continue jusqu'au décès est sortie, j'ai eu l'impression, évidemment, j'ai fait en humilité, en humanité et surtout en empathie le chemin par rapport aux patients qu'on accompagne, à titre personnel, dormir profondément jusqu'au décès. Moi qui suis un aide de relation, c'est déjà mourir un peu. Donc si donner la mort pour certains est un interdit, endormir pour certains professionnels, c'est déjà donner la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un élément de réponse, mais c'est probablement celui-là. Et un petit clin d'œil à mes amis du palliatif dont je suis issu, parce que tout le monde n'est pas dans l'opposition à une évolution. De temps en temps, effectivement, on confond trop nos convictions et les besoins, les attentes des situations des malades qu'on accompagne. Sur les soins d'accompagnement, j'aime à dire que, vous l'avez dit à différents titres, ça démarre au diagnostic et ça va jusqu'à la mort. Le corps médical ne s'implique pas assez aujourd'hui dans l'accompagnement, au sens de faire un bout de chemin avec le malade, de se laisser guider vers le malade, comme dirait le père Verspiren, pour aller là où il veut nous emmener. Un des premiers éléments, c'est le diagnostic. Il y a des diagnostics qui sont d'emblée à pronostic favorable, d'autres défavorables. À un moment donné, la situation se dégrade. Notre devoir de professionnel de santé, c'est d'ouvrir, eu égard aux données actuelles de la science, eu égard à ce que nous autorisent les possibilités d'accompagnement, le champ des possibles au malade, et de se laisser encore une fois guider par le malade pour lui offrir la solution qui lui serait la plus favorable ou la moins favorable. Sur la clause de conscience collective, je vous répondrai en tant que médecin, ce n'est pas déontologique. J'ai aucun patron aussi hiérarchique placé dans la boîte qui peut me dire ce qu'en conscience j'ai le droit de faire et pas faire. C'est une indépendance intellectuelle, déontologique et de conscience, et personne n'y touchera à un moment donné. Individuellement, on peut dire non, j'estime que la situation n'est pas remplie, donc en conscience, je ne pratiquerai pas tel acte, tel soin, tel traitement, mais c'est une responsabilité purement individuelle sur cette affaire-là.
À ce propos, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pardonnez-moi d'être un peu long, soyez attentifs aux critères de la collégialité. On a le sentiment que dans cette proposition de loi, les critères de la collégialité sont plus fragiles que ce que nous avions dans la loi Leclerc de 2016. Faites attention, l'intelligence collective est la meilleure garant à éviter tout excès et toute dérive dans un sens ou dans un autre. Enfin, pour terminer, nous, les EHPAD, naturellement, on pourrait, je vous le disais, sur les besoins d'accompagnement et dans les soins d'accompagnement, demain, offrir, alors c'est la question les réglementaires, financières, de l'hébergement temporaire, qui en plus permettrait une équité sociale, puisque si j'ai bien compris, les maisons d'accompagnement vont être financées à 100% par l'ARS. Les EHPAD sont essentiellement financés par les résidents et les pauvres départements. J'en suis un élu départemental. Il y aurait un intérêt peut-être à flécher des lits d'hébergement temporaire ARS en EHPAD sur des activités palliatives reconnues, dédiées, circonstanciées. Voilà quelques réflexions que je voulais faire. Et puis un petit éclat d'œil quand même à Pascal Chanvert, parce que j'ai eu le sentiment, peut-être soit par maladresse de ma part, soit parce que je l'ai mal compris. Il ne s'agit pas de dire que les grands vieillards n'ont pas besoin d'accompagnement, y compris de philosophie palliative et de soins palliatifs, mais c'est vrai quand même que le gériatre que je suis, dans les grandes vieillesses, est-ce que la mort peut être naturelle, la fragilité générale liée au grand âge, parce que même si l'âge n'est pas une maladie, c'est vrai, c'est quand même, quand j'ai 100 ans, 110 ans, les cofragilités font que souvent, il y a moins besoin de médecine palliative, mais toujours autant de philosophie et d'accompagnement palliatif. Merci. On va passer aux questions de nos collègues parlementaires. Madame Dubré-Chiras. Merci Madame la Présidente. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, pour la simple raison que je voudrais pas qu'il y ait de confusion entre ce que nous avons à étudier comme texte et l'accompagnement des personnes âgées. Les personnes âgées, elles ont un besoin de soins de confort, de soins d'accompagnement et pour bon nombre, effectivement, ils meurent de leur bonne mort sans avoir besoin de demander une aide à mourir. Donc ce texte, il va au-delà de la loi Claes-Leonetti, il a une réponse à une demande formulée par la personne pour permettre son accompagnement jusqu'à la fin de vie. Il y a deux piliers, les soins palliatifs, vous en avez parlé, et notamment le développement à domicile des équipes de soins palliatifs qu'on ne peut que encourager dans la mesure où c'est plus souple, moins coûteux aussi et plus efficace. Donc là-dessus, je pense qu'on ne peut que se retrouver. Et l'autre pilier qui est l'aide à mourir et l'aide à mourir à domicile et dans un EHPAD qui est aussi effectivement un lieu de vie. Moi, ce que j'aimerais vous entendre nous répondre, c'est quel travail de coordination on peut mieux faire entre les différents partenaires, notamment à domicile, puisque vous avez effectivement les appels à projets contribuent à faire une multitude de dispositifs qui manquent de lisibilité. Et qu'est-ce qu'on peut faire entre médecins traitants, HAD, infirmières libérales, équipes mobiles, d'une part. Quelle formation, surtout dans la formation continue, on peut apporter de manière à améliorer la prise en charge et de la douleur et des soins palliatifs. Et sur l'aide à la rédaction des directives anticipées, parce on a peu entendu comment on peut accompagner des personnes à cette rédaction. Merci, Madame Leroux. Oui, merci Madame la Présidente. À l'occasion des auditions du groupe d'études sur la fin de vie en mars dernier, le docteur Estelle Destré nous avait fait part de son inquiétude sur le bon fonctionnement des soins palliatifs, notamment à domicile. Les équipes mobiles de soins palliatifs manquent de moyens, notamment humains, pour assurer la continuité du service de nuit. Cette difficulté n'est pas spécifique aux équipes mobiles, puisque les unités de soins palliatifs en milieu hospitalier rencontrent également des difficultés, du fait de la pénurie du personnel infirmier à assurer ce service. Néanmoins, le docteur Destré semblait regretter qu'il n'y ait pas toujours de collaboration entre la HAD et les équipes mobiles de soins palliatifs. Dans une note de la Haute Autorité de Santé datée de 2016, cette institution constatait également que la collaboration entre la HAD et les équipes mobiles de soins palliatifs était, je cite, variable selon les territoires de santé. Madame la directrice Ayenne, j'aurais souhaité avoir votre retour quant à l'opportunité et les pistes d'amélioration éventuelles de la collaboration entre HAD et les équipes mobiles. Par ailleurs, comment assurer une continuité des soins des malades en fin de vie la nuit? Je vous remercie. Monsieur Juvin. Merci Madame la Présidente. Les soignants savent que l'isolement est un facteur qui motive une partie des demandes d'aide à mourir.
Et ma question concerne les EHPAD. Est-ce qu'on a une idée de la proportion de personnes qui habitent en EHPAD et qui ne reçoivent jamais de visite, bref, qui sont totalement isolées? Première question. Deuxième question sur la situation financière des EHPAD. J'ai vu le rapport de la FHF qui a sonné l'alerte en disant que la situation budgétaire des EHPAD publics était, je cite, très dégradée, inédite et alarmante. Est-ce qu'avec une telle situation, on peut s'attendre à un moins bon accompagnement des personnes âgées rapidement dans les mois qui viennent? Je vous pose cette question parce qu'un des sujets de la loi qui n'est pas dans la loi, c'est évidemment le financement des soins palliatifs. Et comme disait Pierre Dac, tout est en tout et réciproquement. Et dans un pays qui n'a pas beaucoup d'argent, la question est de savoir où sont fléchés les fonds. Merci. Madame Bergantz. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je souhaiterais peut-être plus interroger effectivement Madame Françoise Hélienne sur des recommandations qu'a fait le CESE. Pensez-vous qu'il faille mieux valoriser, reconnaître ou intégrer les associations de bénévoles dans le cadre des projets d'équipe mobile de soins palliatifs? Première question. Deuxième question, avez-vous un avis concernant l'idée de généraliser le conventionnement avec des EHPAD, entre EHPAD et équipe mobile? Cela vous paraît-il pertinent, mais surtout possible? Combien d'équipes mobiles faudrait-il en plus pour couvrir les 7500 EHPAD afin de parvenir à une couverture complète? Et en ça, je vous interroge évidemment sur les tensions RH que vous vivez actuellement, mais peut-être que vous nous les explicitiez un peu plus. Deuxième question à Madame Laure Hubideau concernant les maisons de vie. Donc moi je comprends que ce sont pour des personnes effectivement ne relevant pas de l'hospitalisation dans des unités de soins palliatifs ou pas de l'hospitalisation complète, pas non plus du domicile. Mais pourriez-vous nous éclairer sur les profils des personnes que vous accueillez? Âge, pathologie, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais aussi le profil des patients et la composition d'une équipe classique sur une maison de vie de, je comprends, entre 8 et 12 patients. Et de votre expérience également, pourriez-vous nous expliquer s'il y a des allers-retours en fait entre une maison de vie, le domicile, l'hôpital, et quel est le séjour moyen, et est-ce que vous accompagnez tous les patients jusqu'au décès? Merci. Monsieur Gage. Merci Madame la Présidente. Alors, deux questions. Moi, j'ai une interrogation sur le terme de soins d'accompagnement. Donc, comme vous êtes censés être des acteurs du domicile, alors il n'y a pas l'UNA, la DMR, mais ces associations qui sont sur l'aide et l'accompagnement à domicile, le nom n'a pas encore changé, les services autonomie ne sont pas encore totalement en place. Et donc, est-ce que vous ne craignez pas une forme de confusion si d'un côté on donne à voir les soins d'accompagnement et que d'un côté on a des acteurs de l'aide et de l'accompagnement à domicile avec les risques de confusion? La deuxième question, certains ont dit qu'ils étaient très contents de la stratégie décennale qui a été présentée hier, et il y a un volet sur les soins palliatifs dans les EHPAD. Alors, j'ai juste une question que j'aurais pu poser hier à Madame Vautrin, mais est-ce que quelqu'un a compris de quoi il ressort quand on parle de 6000 équivalents temps plein créés dans les EHPAD pour renforcer les soins palliatifs? Est-ce que c'est 6000 sur les 10 ans de la stratégie décennale? Est-ce que c'est les 6000 qui sont prévus au projet de loi de financement de la sécurité sociale, et auquel cas, mais qui étaient pour les moyens des EHPAD et l'amélioration de la médicalisation? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose, ou est-ce que le document, avec le gros chiffre 6000, c'est beaucoup de com et pas beaucoup de précision sur la manière dont ces créations de postes, déjà jugées insuffisantes, vont être fléchées vers le renforcement des soins palliatifs dans les EHPAD? Si vous avez des lumières pour ceux qui ont été concertés, ça nous intéresse. Et pardon, je suivrai la réponse sur mon téléphone, en m'éclipsant. Merci Madame la Présidente. Deux questions. Plusieurs acteurs ont soumis des propositions à la ministre, qui était Madame Firmin Le Bodo, des propositions pour améliorer la prise en charge de la fin de vie à domicile. Et parmi celles-ci, il était notamment question de renforcer le binôme infirmière de coordination et infirmière libérale, et de mieux les intégrer aux équipes de soins palliatifs. Je voudrais votre appréciation sur ça. Et la deuxième, ça m'étonne qu'on ne l'ait pas encore évoqué, mais parmi les acteurs du domicile, il y a les proches aidants et les proches aidantes qui ne sont pas des professionnels, mais qui jouent pourtant un rôle tout à fait crucial en termes d'accompagnement des malades. Et disons-le, parfois aussi, pas toujours que pour ça, mais aussi pour pallier à la pénurie d'aide à domicile
ou parfois dans le manque de moyens financiers pour accéder à un EHPAD. Est-ce que vous avez des propositions ou un avis, en tout cas, pour une meilleure prise en compte de ces proches aidants, sachant que déjà des choses ont été formulées au Parlement, mais j'aimerais bien vous entendre aussi sur eux et sur elles. Je vous remercie. Monsieur De Signy. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Jocelyn Dessigny, je suis député de l'Aisne et rapporteur d'une mission d'information sur l'optimisation financière et stratégique de l'offre d'emploi à domicile. Donc, ma question s'adresse principalement à Madame Hubidos. Tout d'abord, merci d'avoir, il y a maintenant près de 20 ans, été à l'initiative de la mise en place des maisons de vie, un nouveau modèle de structure, de répit et d'accompagnement. Vous êtes considérée comme une pionnière dans ce domaine et c'est pourquoi je souhaiterais vous poser 3 questions. Premièrement, le gouvernement nous promet la création de 80 à 100 unités de soins palliatifs dans des délais records, alors que vous-même, il vous a fallu plus de 5 ans pour monter votre premier centre. Cela vous semble-t-il raisonnable et compatible avec le respect dû aux patients? Deuxièmement, vous semble-t-il sain que ce soit dans les mêmes lieux, que d'un côté, on accompagne à finir sa vie jusqu'à une fin naturelle et que de l'autre côté, on euthanasie? Troisièmement, comment, d'après vous, d'après votre expérience, est-il possible de créer un maillage territorial mixte public-privé cohérent lorsqu'on connaît les difficultés actuelles de recrutement de personnel soignant? Je vous remercie. Madame Geneva. Merci Madame la Présidente. Au moment du Covid, nous avons tous eu l'expérience de visiter des EHPAD pour soutenir les soignants. Et j'ai encore en mémoire celui de Morteau, où je vis, où les soignants m'expliquaient qu'ils ne supportaient plus le bruit des fermetures éclairs des housses mortuaires. Cette remarque m'avait frappée. Et en fait, dans les EHPAD, les personnels sont formés à accompagner jusqu'au bout les résidents. De plus, dans les EHPAD, vous avez beaucoup d'associations, je pense à Jalmalve, jusqu'à la mort, accompagner la vie, qui sont très présentes, les bénévoles. Donc tout ce monde-là fonctionne en synergie autour de l'idée qu'il faut accompagner de la meilleure façon possible les résidents des EHPAD jusqu'à la fin. Comment, si ce texte demain était adopté, comment convertir toute cette philosophie, toute cette culture de l'accompagnement jusqu'à la mort naturelle, si je puis dire, comment les convertir à un changement que vous avez qualifié, Monsieur Carigère, de changement anthropologique? La dernière question pour Madame de Gorsu. Merci Madame la Présidente. Comme vous le savez, moins du quart des médecins généralistes pratiquent encore des visites longues à domicile. Seuls 5 à 12% d'entre elles seraient susceptibles de concerner des patients en soins palliatifs. En quoi ce projet de loi, qui n'est accompagné d'aucune étude d'impact budgétaire sérieuse, pourrait-il remédier à cette situation? Et je voulais également savoir, puisque le suicide assisté est autorisé dans quelques lieux que ce soit par le projet de loi, comment vous jugez cette totale liberté laissée quant au choix du lieu? Merci. Merci. Je vous laisse chacun 5 minutes pour répondre à toutes les questions. Madame Elia. Oui. Par rapport à la FNEAD, il faut savoir que des travaux ont déjà eu lieu il y a une quinzaine d'années sur la collaboration des HAD des réseaux de soins palliatifs à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui pour un certain nombre d'entre eux les équipes mobiles de soins palliatifs territoriaux. Donc c'est des recommandations qui ont été publiées sur le site de la FNEAD. Quand on a dit la FNEAD, c'est comme quand on dit une équipe mobile, on n'a pas dit grand-chose. La FNEAD réunit aussi bien des HAD publics que des HAD à but non lucratif et des HAD à but lucratif. Et parfois, la compréhension des critères d'admission d'HAD sont assez variables et parfois très peu compréhensibles, et pour les médecins hospitaliers et pour les médecins généralistes. Pour répondre à la question des territoires et de la coordination, il y a maintenant une vingtaine d'années, à l'époque, qu'on appelait ça des SROS, je crois. C'était avant même l'ARS. Il y avait eu des propositions de fait que sur chaque territoire, sur chaque département,
l'ensemble de l'offre de soins palliatifs, donc là on parle d'experts en soins palliatifs, voilà, se fasse connaître à l'ensemble des directions et des médecos des EHPAD et des MAS et des femmes, parce que c'est dans l'anticipation qu'on pourra accompagner les besoins des personnes âgées qui ont besoin d'une équipe d'experts à leur côté de façon satisfaisante. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il suffirait que sur chaque département, on réunisse l'ADD de l'ARS, enfin l'ARS, la CEPAM, le conseil départemental, c'est-à-dire tous les gens qui sont impliqués, et peut-être que les gens déjà se connaîtraient avant, ce qui permettrait de pouvoir avoir une réelle anticipation. En fait, il faut que les gens se connaissent. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça aussi l'esprit de la filière soins palliatifs qui est déjà inscrite dans le plan national soins palliatifs 2021-2024 et dans lequel va s'inscrire les maisons d'accompagnement qui sont le chaînon manquant de notre système de santé, puisqu'il faut savoir qu'au domicile, quand on a besoin, par exemple, pour les aidants qui sont 12 millions en France, vous le savez, dont 1 million sont des mineurs, ils ont besoin aussi de souffler et qu'une des premières raisons d'hospitalisation non programmée, c'est l'épuisement des aidants. Donc pour vous répondre, je crois que c'est effectivement excessivement important qu'on prenne en compte les aidants et il suffit et c'est quelque chose qui sera prévu dans le plan personnel d'accompagnement, se poser la question de la santé mentale et de la santé physique des aidants, c'est-à-dire que si chaque soignant, travailleur social, bénévole posait 2 questions à l'aidant. Depuis quand n'avez-vous pas été voir votre médecin généraliste et depuis quand vous n'avez pas pris 4 heures pour vous? Déjà, on ferait de la prévention. Pour aller très très vite, les associations de bénévoles font partie intégrante des équipes mobiles de soins palliatifs, mais vous savez très bien que c'est un secteur qui a beaucoup de mal à recruter. Autant le tissu associatif a fait un bond dans l'après-Covid, mais là on est dans des thématiques et dans des champs où les associations de bénévoles d'accompagnement ont beaucoup de mal à recruter. Voilà, et puis, oui, les EHPAD ont des conventions. Moi, ça fait 30 ans que j'ai signé des conventions avec quasiment la moitié des EHPAD de mon territoire. Ce qui permet quoi? Ce qui permet qu'ils aient accès, que les équipes des EHPAD, y compris les aides-soignantes seules la nuit ou parfois l'auxiliaire de vie, elle peut avoir un médecin de soins palliatifs au téléphone, puisqu'il y a des astreintes téléphoniques qui sont proposées par certaines équipes mobiles de soins palliatifs. Deuxième chose très très importante, personne n'a parlé du lien avec le 15, je pense que c'est quand même important, puisque quand on travaille quotidiennement avec le 15 et que le chef de service du 15 vous dit, surtout dites bien aux EHPAD qu'ils ne précisent pas l'âge de leurs patients pour qu'on puisse se déplacer, ça veut dire ce que ça veut dire par rapport à l'agisme. Voilà. Et je pense que si on veut faire de l'anticipation pour les personnes âgées, même si les soins palliatifs, ça ne concerne pas que les personnes âgées, il faut absolument qu'il y ait un travail en amont de l'ensemble des acteurs. Mais que ce soit à l'hôpital ou des acteurs libéraux. Mais on a bien vu durant le Covid, c'était aberrant, on a fait fi des règlements pour que des personnes âgées en EHPAD puissent bénéficier de soins d'infirmiers libéraux. Voilà, je pense que s'il y a un moyen de simplifier notre système et de simplifier les dispositifs, c'est qu'il faudrait arrêter que dès qu'on parle d'aidants, ça ne concerne que la direction de l'autonomie du conseil départemental, ça veut dire PA-PH, que quand on parle direction de l'autonomie à l'ARS, les aidants, c'est que PA-PH, et on voit bien les difficultés qu'on peut avoir. Il faut décloisonner. C'est ce qu'on demande aux acteurs de terrain comme moi. Moi, on me demande, ça fait 25 ans qu'on me demande de décloisonner la ville, l'hôpital, le sanitaire, le médico-social et le social. J'attends que nos tutelles en fassent de même et qu'on arrête de cloisonner. Tant que ça sera cloisonné, il n'y aura pas de transversalité. C'est la même personne du début jusqu'à la fin. Message reçu 5 sur 5, je crois. Madame Bidos. Voilà, c'est bon. Concernant le profil des patients accueillis dans les maisons de vie, donc c'était grosso modo pour moitié des personnes atteintes de cancer, de maladies neurologiques dégénératives et 10% de maladies autres. Voilà. Mais majoritairement, c'était des personnes atteintes de cancer et maladies neurologiques dégénératives. Après, vous disiez que c'est des personnes qui ne nécessitaient pas une hospitalisation. Alors, je ne dirais pas les choses comme ça. C'est peut-être inverser notre pensée par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est malade, on est en fin de vie. La seule réponse, c'est l'hôpital. Et en fait, c'est vraiment apporter une réflexion différente en se disant on peut peut-être penser la maladie
penser la maladie et la vulnérabilité qu'elle engendre et la fin de vie dans un lieu autre que l'hôpital, en fait. Parce que les personnes qu'on a pu accueillir à la maison de vie venaient, pour certains, de l'hôpital. Elles auraient pu y rester, en fait. C'est juste que aussi aujourd'hui, l'hôpital, on ne peut pas y rester indéfiniment. À un moment donné, les services vous poussent à sortir. Donc, d'où l'intérêt de développer ces maisons d'accompagnement, comme je disais tout à l'heure, qui sont quand même de véritables solutions d'aval en sortie d'hospitalisation, quand le domicile est compliqué ou, pour certains, pas possible. Et oui, je voulais revenir moi aussi sur les aidants parce que, évidemment, ces structures apportent une réponse aussi fondamentale pour les aidants. C'est-à-dire que à la maison de vie à Besançon, on avait organisé un peu les séjours en deux types de séjours. J'avais un peu, comment dirais-je, réparti pour moitié les chambres, une partie pour les accompagnements longs, d'accompagnement vraiment jusqu'à la fin de vie, et les autres pour les séjours de répit. Sachant qu'à un moment donné, il arrivait que les personnes qui venaient en répit régulier, à un moment donné, venaient à la maison de vie pour y finir leur vie. Et globalement, la majeure partie des gens qu'on a pu accueillir à la maison sont décédés à la maison de vie, effectivement. Je crois que j'ai répondu à votre question. Voilà. Ensuite, rapidement, pour répondre à votre question sur les 100 maisons d'accompagnement créées, je dois vous dire que pour moi, c'est avant tout une grande satisfaction parce qu'effectivement, j'ai été la pionnière. Comme je le disais tout à l'heure, ça a été un combat, une bataille. J'ai essuyé les plâtres, mais je dois vraiment, je le redis, saluer le travail qui a été fait, notamment l'an dernier, pour vraiment prendre conscience de ce que pouvaient être ces structures et à quel point elles étaient importantes, en fait, pour chacun de nous, parce que, je le répétais souvent, on est tous concernés. Donc, s'il faut un certain nombre d'années pour qu'il y ait 100 maisons d'accompagnement en France, peu importe, l'important, c'est qu'il y en ait. Et dans tous les cas, il va y en avoir l'année prochaine et les années à venir voilà, qui vont se développer. Donc, c'est déjà une très grande avancée. Et je m'en félicite, vraiment. Monsieur Chanvert, pour 5 minutes. Le plus rapidement possible pour répondre. Pour répondre à la question de Monsieur Juvin, combien de personnes sont totalement seules et n'ont jamais de visite de leur famille ou de leurs proches? J'ai pas de statistiques, mais je dirais au fond assez peu, peut-être de l'ordre de 10-15%, mais au fond très peu. Par contre, l'isolement, la solitude, ça peut aussi être, quand on est dans un établissement qui fonctionne mal parce qu'il est sur une logique par trop sécuritaire, par trop sanitaire, on peut être extrêmement isolé parce que d'abord ça fait fuir les familles, mais aussi parce qu'au quotidien, quand la famille n'est pas là, on n'est pas en lien. Et c'est la raison pour laquelle à l'ADEPA, nous soutenons beaucoup toutes les logiques domiciliaires. C'est ce qu'on fait, ce que font les Danois depuis plus de 20 ans. Et plus on est dans une logique domiciliaire qui favorise les relations entre les personnes âgées, autant qu'avec les professionnels extérieurs, là, on a probablement beaucoup moins de risques de se sentir isolé. Et puis, pour faire un lien rapide entre la deuxième question de M. Juvin et celle de M. Guedj, oui, évidemment, je l'ai peu évoqué ici, mais et évidemment que les établissements, les services à domicile manquent de temps, les professionnels manquent de temps, par manque de financement. Donc, on a fait une conférence de presse avant-hier avec l'ensemble des organisations du secteur établissement et domicile pour le dénoncer. Je ne veux pas ici engager d'autres débats. J'ai envie de vous dire, donnez-nous les moyens de fonctionner pour bien accompagner les personnes âgées. Mais sur le sujet précis qui est le nôtre, de grâce, tant qu'il n'y a pas de moyens supplémentaires, ne nous donnez pas des obligations supplémentaires. Parce que ça, c'est ce qui fait fuir les professionnels. Monsieur Pagel. Oui, deux
deux commentaires sur deux questions, la coordination et les aidants. Alors, sur le sujet des aidants, nous, à la FEDESAP, ce qu'on pense, c'est que l'aidant a besoin d'être accompagné dans les périodes les plus critiques à laquelle se trouve confronté l'aidé. Et continuer un plan d'aide qui prévoit 1 heure ou 2 heures de passage d'une aide à domicile quand la personne est en fin de vie, c'est tout juste insensé. Et il faudrait à ce moment-là avoir sur un temps relativement court, en définitive, qui est le temps de l'accompagnement sur les derniers instants de la vie, avoir plus de présence de l'aide à domicile. Ça pose aussi la question de la coordination et notamment de qu'est-ce qui se passe si le décès survient la nuit, si la personne a besoin d'être aidée la nuit. Donc il y a des dispositifs qui existent mais qui sont peu mobilisés. Il y a aussi des services de soins infirmiers à domicile qui fonctionnent la nuit, qui fonctionnent aussi avec des valises de téléconsultation pour pouvoir faire de la téléconsultation ou avec des plateformes de téléconsultation. Je pense que c'est quand même un avenir vers lequel il faut qu'on aille, notamment à cause de la pénurie de médecins généralistes et notamment, comme le disait tout à l'heure madame, le peu de médecins généralistes qui aujourd'hui acceptent de se déplacer au domicile. Ce que j'ai personnellement vécu, c'est en discutant avec des CPTS, c'est que le médecin généraliste nous disait bah non, nous on peut pas passer parce que tu comprends, ça nous prend plusieurs consultations, mais par contre je veux bien envoyer un interne. C'est-à-dire que quand il s'agit des gens les plus graves, on envoie l'interne. Et puis quand il s'agit de la bobologie au cabinet, excusez-moi, mais c'est le médecin généraliste qui connaît le patient qui y va. Donc ça, il faut qu'on sorte un petit peu de ça. Alors bon, les médecins pensent qu'ils sont pas assez payés pour les visites à domicile et je suis bien d'accord avec eux. Sur la question des aidants, encore toujours, donc augmenter les plans d'aide à part. Il y a certainement des volumes qui n'ont pas été mobilisés, qui pourraient être mobilisés, peut-être en annualisant les plans d'aide, ça c'est une chose. Sur la coordination, eh ben, la coordination, elle existe aujourd'hui, elle va exister encore, notamment quand la réforme des services autonomie à domicile va se faire, avec ces équipes qui seront conjointes entre SIAD et SAD aujourd'hui. On sait les difficultés qu'il y a, je ne vais pas revenir ici dessus. Il faudra à un moment donné essayer de l'élever et puis essayer de faire qu'on travaille de la même façon. Parce que autant des équipes de SIAD, elles peuvent se réunir pour faire un staff, pour discuter du patient et faire des réunions hebdomadaires, autant c'est tout juste pas possible, c'est pas prévu pour les aides à domicile. Encore une fois, je le rappelle, le tarif à part comprend 1 heure de coordination par mois. Donc qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Voilà. Monsieur Carrégé, pour la dernière réponse. Merci, oui. Je vous invite, sans prétention, j'ai remis un petit papier sur LinkedIn il y a quelques jours, sur penser la mort pour repenser, avec un A cette fois, la vie. Il y a le vrai cœur de notre affaire. On ne s'en sortira pas si collectivement, on est toujours dans le déni de la mort dans ce pays. Si on est toujours dans l'hypermédicalisation de la fin de vie. Si on pense que le domiciliaire à tout craint, c'est la réussite d'une fin de vie. Aujourd'hui, vous l'avez appris sur la canicule de 2003, la pire des choses, encore une fois, c'est pas de mourir, c'est la mort sociale. C'est la mort sociale. Et la difficulté du domiciliaire, quand ça se complique, ça se passera bien si j'ai un aidant familial, un ami qui reste avec moi, mais vous ne pourrez pas tout professionnaliser. Arrêtons de nous mentir. 1, d'abord parce que l'affectif ne s'achète pas, et 2, parce que économiquement et humainement, on n'y arrivera pas. Donc on va se mentir à nous-mêmes. Il y a des situations où on a créé du collectif, aussi pour des raisons médico-économiques, aussi pour des raisons d'efficience. Ce n'est pas un mot grossier, l'efficience. C'est aussi une responsabilité politique de bien utiliser les moyens collectifs au service du plus grand nombre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Sur les coopérations, arrêtons d'hyperspécialiser. Le corps médical est un bel exemple. On est en train d'en crever d'hyperspécialisation. Regardez nos amis de l'HAD. Aujourd'hui, première indication de l'HAD, c'est les soins palliatifs et la fin de vie. À quand des coopérations territoriales, pour ne pas dire une même entité? Le monde de l'entreprise nous l'a montré, où sur un territoire donné, équipe mobile de soins palliatifs et HAD ne font qu'un. Nous sommes obligés de faire mieux avec moins dans les prochaines années. On peut toujours rêver sur l'idéal, on peut rêver sur plein de soins palliatifs, on peut rêver sur plein de personnel. Mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui, en responsabilité, de tous se remonter les manches pour aller vers des fins de vie accompagnées, soulagées, avec le savoir-faire, le savoir-être et le savoir technique, effectivement, d'une médecine du XXIe siècle. Modestement, en tant que praticien, en tant que citoyen et en tant que futur mourant,
C'est modestement ce que nous attendons, en tout cas pour les membres de la commission soins, sur cette affaire-là. Ne nous trompons pas de débat, restons pragmatiques. Il y a une réalité du monde de ce 21e siècle qui s'annonce devant nous, qui va nous obliger, pardonnez-moi de répéter encore, mais de faire mieux avec moins, et on en a les moyens. Parce qu'on reste un pays riche, on reste un pays d'humanité, on reste un pays d'engagement, et on a des soignants et des professionnels qui veulent encore mieux faire. Je vous remercie. Merci. Merci à toutes et tous pour vos contributions. Madame Élien, je crois que Monsieur Martin serait preneur d'une contribution sur les mesures de simplification proposées. Vous pouvez lui faire ça, mais pas que Monsieur Martin. Nous serons tous preneurs de mesures de simplification sur l'empilement des dispositifs créés, notamment dans la prise en charge des personnes âgées. Merci, Mesdames, Messieurs, pour votre participation. 10 minutes de pause.